Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je laisse les derniers participants se connecter. Et je vois que vous êtes nombreux, ça défile d'un coup. Et j'habite Paris. J'espère que tout le monde n'entend pas les bruits des klaxons autour de moi. Donc bonjour à tous, Sylvie Lebeau, chef de projet qualité affaires réglementaires chez MD101. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'avant-dernier webinaire avant la fin de l'année 2020. J'ai le plaisir aujourd'hui de retrouver Isabelle Vigier et Julien Proutot, qui étaient déjà nos conférenciers au mois de juillet sur un précédent webinaire portant sur les opérateurs économiques. Donc, pour repositionner Isabelle, Isabelle Vigier est avocate. Elle a 15 ans d'expérience dans le domaine de la santé et elle est avocate en droit de la santé. Et à côté, nous avons Julien Proutot, donc directeur de la société Neomed. Il a également 15 ans d'expérience dans son domaine, à savoir Neomed est une société spécialisée dans la réglementation des dispositifs médicaux. Alors, je me permets de rappeler l'organisation du webinaire, en tout cas les points pratico-pratiques. Nous avons une présentation approximativement de 40-45 minutes aujourd'hui, suivie d'une session de questions et réponses. Donc, ce que je vous propose, c'est de poser vos questions via la box questions et réponses ou via le chat, et je les poserai à la fin de la session. Donc aujourd'hui, les points que nous allons aborder sont la présentation des différents opérateurs économiques, les obligations des distributeurs et des importateurs, l'impact sur les contrats de distribution, un point sur l'article 16 de la réglementation, la responsabilité juridique des distributeurs et des importateurs, et enfin les questions fréquemment posées. Et j'ai oublié le titre du webinaire, je vous prie de m'excuser, ça y est, c'est bientôt la fin de l'année, j'en perds la mémoire. Donc, l'impact du nouveau règlement européen MDR 2017-745 pour les ATIM, pour les distributeurs et les importateurs. Je vous prie de m'excuser et je laisse la parole à Julien. Bonjour à tous. Du coup, on va vous parler donc principalement des distributeurs et des importateurs, mais pour remettre un petit peu dans le contexte, cette slide-là, elle montre un petit peu les opérateurs qui étaient abordés dans la directive. Donc, on parlait principalement des fabricants et des mandataires, très peu des distributeurs, légèrement des assembleurs, les importateurs apparaissaient pas du tout, alors que le nouveau règlement, lui, parle de beaucoup plus des autres opérateurs économiques, dont beaucoup des importateurs et des distributeurs. L'objectif du nouveau règlement, c'est vraiment d'impliquer tous les opérateurs économiques dans la surveillance des produits. C'est vraiment ça, un petit peu l'idée générale qui se cache derrière tout ça. Donc là, on vous a remis les définitions, hein, pour rappel. Donc le fabricant, c'est vraiment celui qui conçoit ou fait concevoir, fabrique ou fait fabriquer, remet à neuf ou fait remettre à neuf des dispositifs, qui commercialise sous son nom. Donc c'est important la notion de sous son nom, on y reviendra plus tard. Ensuite, vous avez le mandataire, donc lui qui est le représentant légal d'un fabricant hors Union européenne. Donc globalement, c'est un petit peu son représentant réglementaire. Et après, vous avez l'importateur, donc qui nous intéresse plus fortement aujourd'hui, donc qui lui met à disposition sur le marché de l'Union européenne un dispositif qui provient d'un pays tiers de l'Union. Et ensuite, vous avez le distributeur, le ou les distributeurs d'ailleurs, qui vont être tous les intermédiaires qui auront entre le fabricant et l'utilisateur final, globalement, sauf l'importateur. Donc, ces définitions, elles reposent aussi sur trois autres définitions, hein, sur la notion de mise sur le marché, qui est la première mise à disposition d'un dispositif, la notion de mise à disposition sur le marché, donc, qui est la fourniture d'un dispositif qui est destiné à être distribué. Donc, ça peut être n'importe quel stade de la distribution. Et puis, vous avez la mise en service qui est vraiment la mise à disposition par l'utilisateur final. Donc là, c'est un petit exemple schématique, hein, qui représente un petit peu ces différents opérateurs économiques. Donc, vous avez le fabricant qui peut être donc, du coup, non européen. Donc, dans ces cas-là, il aura un mandataire, au moins un importateur et un ou des distributeurs. D'ailleurs, il peut y avoir après un ensemble de distributeurs entre l'importateur et le client final. Et à l'inversement, il peut y avoir personne entre l'importateur et l'utilisateur. À ce moment-là, l'importateur est également le distributeur. Donc, je vais vous présenter un petit peu en détail les obligations du coup, des importateurs et des distributeurs. Donc, on retrouve les obligations de l'importateur dans l'article 13, hein, qui est détaillé spécifiquement pour les importateurs. Et on a la même chose dans l'article 14 pour les distributeurs avec, on va le voir, des petites différences entre les deux en termes d'obligations.
Mais l'objectif qui se cache derrière toutes ces obligations, c'est vraiment d'améliorer la surveillance des produits et d'éviter le plus possible que des produits non conformes soient mis sur le marché. Donc, je vais d'abord vous balayer les vérifications qui doivent être effectuées par les importateurs. On fera la même chose sur les distributeurs. Je vais toutes vous les donner un petit peu en vrac et puis après, je reviendrai sur chacune avec un petit peu de détails sur justement qu'est-ce qui se cache derrière et comment y répondre. Donc, il y a un certain nombre de vérifications qui doivent être effectuées par l'importateur avant de pouvoir importer un produit. Donc, vérifier que le dispositif porte le marquage CE, que la déclaration de conformité a été établie, que le fabricant est identifié, que le mandataire a été désigné, que l'étiquette est conforme au règlement, que la notice d'utilisation, si elle est requise, accompagne bien le DM et que l'UDI a été attribué. Donc, ça sous-entend ça que vous devez avoir des enregistrements qui apportent la preuve que vous avez bien fait cette vérification. Il ne suffira pas de dire « je l'ai bien vérifié », il faudra aussi pouvoir le prouver en cas de contrôle d'une autorité, par exemple. Donc, qui sous-entend, j'y reviendrai plus tard, mais la mise en place de procédures de vérification ou d'avoir un petit peu défini un cadre à tout ça. Donc, dans le détail, au niveau de ces vérifications effectuées, donc, le dispositif porte le marquage CE. Donc, ça sous-entend qu'il faut avoir une copie du certificat CE, si applicable, du fabricant. Donc, si applicable, sous-entendu, pour les classes 1, vous n'aurez pas de certificat de conformité. Vérifier que le logo CE est bien présent sur le dispositif et ou l'étiquetage du produit, avec un numéro d'ON pour les dispositifs supérieurs à la classe 1. Que la déclaration de conformité a bien été établie, donc ça, pareil, ça sous-entend qu'il faut demander une copie de cette déclaration de conformité au fabricant. Et vérifier, donc le fabricant est identifié, donc là, c'est vérifier que le nom et l'adresse du fabricant est clairement présent sur l'étiquette et ou le dispositif, c'est pareil, c'est en fonction des produits, ça sera ou sur l'étiquette ou sur le produit ou les deux. Voilà. Et bien sûr, du coup, vous demandez, tous ces documents vont être demandés, donc du coup, vont devoir être archivés. Alors, en fonction de la durée de vie, c'est défini dans le règlement. Il faut appliquer les règles d'archivage du fabricant, donc basé sur la durée de vie. Donc, ça sera en général 10 ans pour un produit lambda et 15 ans pour un implantable, en gros. Donc, dans le reste des vérifications à faire, donc la même chose, le mandataire doit être désigné, donc il faut vérifier qu'il y a son nom et son adresse sur le dispositif ou sur l'étiquette. Ah, non, ça sera uniquement sur l'étiquette dans ce cas-là, d'ailleurs, ça ne pourra pas être sur le dispositif. Que l'étiquette est conforme au règlement. Donc là, ça sous-entend qu'il faudra faire une checklist des exigences relatives à l'étiquette. Donc, voilà, les exigences qu'on retrouve à l'annexe 1, paragraphe 23.2 du règlement, avec toutes les exigences sur l'étiquette. Donc, il faudra checker que le produit que vous importez est bien conforme à ces exigences. Pour l'étiquetage, vous pourrez aussi vous appuyer sur l'ISO 15223 d'ailleurs, tant qu'à vérifier que c'est conforme au règlement, autant vérifier que c'est conforme à la norme qui sera probablement harmonisée en termes d'étiquetage, surtout sur l'utilisation des logos. Et vérifier qu'il y a bien une notice d'utilisation avec le dispositif. Donc, dans ces cas-là, c'est idéalement demander une notice, une copie de la notice au fabricant et l'archiver. Et dernier point pour les importateurs, c'est que vérifier que l'UDI a bien été attribué. Donc, l'UDI, vous le retrouverez normalement sur le produit. Il faudra vérifier surtout qu'il est en correspondance avec celui qu'on retrouvera dans la base de DAMED. Donc, pour toutes ces vérifications, voilà, faut avoir des preuves, vraiment des enregistrements qui apportent la preuve. Donc des checklists, avoir une copie des certificats, une copie des déclarations CE, voilà, les preuves que vous avez bien vérifié ces points-là. Donc, pour le distributeur, on retrouve à peu près la même chose. Hein, c'est à peu près le même principe avec quelques petites différences. Donc, bon, toujours vérifier que le dispositif porte le marquage CE, que la direction de conformité a été établie. Cette fois-ci, on ne va pas devoir vérifier qu'il y a un mandataire, mais vérifier qu'il y a un importateur qui a été identifié, si dans le cadre d'un produit importé d'un pays tiers. Que les informations fournies sont conformes au règlement. Donc là, c'est un peu plus large que tout à l'heure. On verra après, ce n'est pas que l'étiquette, mais c'est tous les documents d'accompagnement et que l'UDI a bien été attribué. Et par contre, pour les distributeurs, le règlement parle d'une vérification par échantillonnage. Alors, autant pour les importateurs, on sous-entend que la vérification peut être faite initialement la première fois que vous importez un produit. Alors que pour les distributeurs, on parle d'une vérification par échantillonnage, donc ce qui sous-entend une vérification régulière. Donc, par lot, éventuellement, ou par commande de produits à définir. Ce serait des choses à définir et à documenter. Vous pourrez aussi vous appuyer sur les normes de l'échantillonnage là-dessus, hein, typique comme l'ISO 2859, que vous pouvez utiliser pour définir votre échantillonnage. Et la même chose, tous les éléments à vérifier,
vous ne serez pas obligé de tous les vérifier à la même fréquence. Vous pourrez fixer une fréquence plus sévère, par exemple, sur le marquage CE, mais par contre, la notice, la fait moins régulièrement. À définir, ça va être du cas par cas en fonction des produits. Donc là, on retrouve un peu les mêmes choses. Hein. Donc, que le dispositif soit bien marqué CE, il faudra demander une copie de certificat au fabricant, vérifier la présence du logo CE sur le produit avec le numéro d'ON si applicable, vérifier que la déclaration de conformité a été établie, donc demander une copie au fabricant et l'archiver, et que l'importateur a été identifié. Donc là, ça va vérifier qu'on retrouve bien le nom et l'adresse de l'importateur sur le produit. Donc ça, vérifier s'il y a un importateur, ce sera que dans le cas des produits fabriqués en dehors de l'Union européenne, bien évidemment. Alors, vérifier les informations fournies, que les informations fournies sont conformes au règlement. Donc là, il faudra vérifier l'étiquette, éventuellement la notice et les autres documents d'accompagnement, comme la carte implant, si le produit en comporte une. Donc là, c'est pareil, hein, faire une checklist qui reprend toutes les exigences du règlement en termes d'étiquetage et de notice, et de vérifier que les documents fournis répondent bien à ces exigences. Et vérifier que l'UDI a été bien attribué, donc surtout vérifier l'adéquation entre le numéro de l'UDI que vous retrouvez sur le produit et celui qui a été déclaré dans la base de DAMED. Donc ensuite, dans les autres obligations des importateurs, donc c'est un petit peu ce qu'on a vu avant, c'est que les importateurs vont devoir s'identifier sur les produits. Donc ça, c'est une grosse nouveauté, hein. C'est une notion qui n'y avait pas du tout avant. Du coup, les importateurs vont devoir rajouter une étiquette sur les produits, sur l'emballage des produits, pour s'identifier avec leur nom et leur adresse et l'adresse de leur siège social. Donc c'est une information qu'on pourra reporter en fonction des cas sur l'étiquette, ce qui sera le plus courant, ou sur les documents d'accompagnement éventuellement, et sur le dispositif, par exemple dans le cas de produits, d'équipements, de machines, ce genre de choses, où là, ce serait une étiquette qui pourrait être rajoutée directement sur le produit. Mais il ne faudra pas que cette étiquette masque une autre information qui a déjà été mise sur le produit par le fabricant, par exemple. Et il est conseillé de conserver un exemplaire de cette étiquette. Donc ensuite, les importateurs vont devoir s'enregistrer dans EUDAMED. Donc EUDAMED, dans la nouvelle base européenne des dispositifs médicaux. Donc les importateurs vont s'enregistrer. Donc ça va générer, ils auront un numéro d'enregistrement unique qui leur sera délivré par leur autorité compétente. Et ensuite, à chaque fois qu'ils auront un produit, ils viendront l'ajouter, s'identifier comme importateur de tel ou tel produit. Donc les données qui vont être mises dans EUDAMED vont être vérifiées après 1 an et puis tous les 2 ans. Donc ça, c'est pour vérifier l'exactitude au fil du temps. Et puis, s'il y a des produits que vous arrêtez d'importer, c'est aussi pour, à mon avis, pour faire du nettoyage dans la base. Donc ça, oui, ça c'est ce que je vous disais. Donc, une fois que l'importateur a son numéro unique et qu'il a un accès à la base, pour chaque produit qu'il importe, pour chaque référence de produit qu'il importe, il devra ajouter ses coordonnées à ce produit-là. Donc, normalement, le fabricant ou le mandataire va venir enregistrer le produit dans EUDAMED et l'importateur va venir identifier qu'il importe ce produit-là. Donc ensuite, le règlement, alors ça c'est une obligation autant pour les importateurs que les distributeurs, c'est qu'ils doivent respecter les conditions de stockage et de transport, donc dans le but de ne pas compromettre la conformité du produit. Alors, il y a quand même une petite nuance. Les distributeurs, le règlement indique que les distributeurs doivent respecter les conditions de stockage et de transport conformément à celles fixées par le fabricant. Là où c'est un peu plus ambigu pour les importateurs, où on leur demande de respecter des conditions de stockage qui ne compromettent pas la conformité du produit. Donc, sous-entendu, si vous importez un produit, mais que les conditions d'importation font que vous n'arrivez pas à respecter les conditions de transport et de stockage du fabricant, ce n'est pas gênant du moment que vous pouvez démontrer que vous n'impactez pas la conformité du produit. Donc ça sous-entend aussi qu'il va falloir mettre en place des choses pour démontrer ça, donc des contrôles de stock, par exemple, avec des suivis de température et d'hygrométrie, avoir une procédure de gestion des nuisibles, ce genre de choses qui permettent de prouver que vous respectez bien ces conditions, principalement pour le stockage. Donc dans les autres obligations, le règlement demande aux importateurs et aux distributeurs de mettre en place un registre qui permet de noter toutes les réclamations clients, tous les dispositifs non conformes qui auront été relevés et tous les rappels et retraits de l'eau qui auront été effectués sur le produit.
sur demande, c'est des informations qui peuvent être demandées d'apporter aux fabricants, aux mandataires, aux distributeurs. L'idée, c'est vraiment de faire remonter les informations. Donc, derrière toutes ces obligations, vraiment, ce qui se cache, c'est vraiment que les autorités veulent que ces opérateurs économiques contribuent à la surveillance du produit. Donc, qu'ils ne mettent pas sur le marché un produit non conforme ou qui est suspecté de l'être, qu'ils informent immédiatement le fabricant et le mandataire et l'importateur, le cas échéant, qui coopèrent avec le fabricant, les mandataires, les autorités compétentes pour la mise en place d'actions correctives de retrait de l'eau, de rappel de l'eau. Donc ça sous-entend 2 points, qu'il va falloir avoir une traçabilité, c'est-à-dire qu'en tant que distributeur ou importateur, vous devez être capable de savoir où ont été expédiés tous vos produits, tous les produits qui sont passés par chez vous. Et vous devez avoir une procédure de rappel de l'eau, c'est-à-dire que vous savez quoi faire en cas de rappel de l'eau du fabricant, pour pouvoir rappeler tous les produits que vous avez mis sur le marché. Et les importateurs et les distributeurs doivent informer les autorités compétentes et les organismes notifiés en cas de risque grave. Donc, si un produit non conforme et que ça sous-entend un risque grave, ils doivent en informer les autorités compétentes. Donc, ça sous-entend d'avoir une procédure de communication auprès de ces autorités compétentes. Sachant que les autorités compétentes aussi peuvent vous demander d'avoir accès ou de vous fournir des échantillons, si besoin, s'ils veulent conduire des analyses sur les produits que vous importez ou vous distribuez. Donc là, je vous ai un peu schématisé un petit peu ce flux d'informations qu'il pourrait y avoir. Donc, vous avez un utilisateur final ou un client qui éventuellement vous fera une réclamation. Donc, vous devez la noter dans votre registre et puis faire remonter cette information, éventuellement investiguer sur les causes et faire remonter l'information auprès du mandataire ou du fabricant. Si vous décelez un risque grave, vous devez en informer l'autorité compétente, donc la l'ANSM dans notre cas en France, mais ça fonctionne de la même manière dans tous les autres pays. Et là, on retrouve un petit peu le même principe. On a illustré un peu la même chose, mais avec un distributeur, avec un ou des distributeurs en plus. Donc là, l'information peut remonter directement au fabricant. Ou si le distributeur, lui, ne connaît pas le fabricant, a plutôt des contacts favorisés avec l'importateur, ça peut transiter par l'importateur. Mais l'idée, c'est que les informations puissent remonter. Toutes les non-conformités et les incidents remontent. Et que le fabricant, s'il a des actions correctives à mettre en œuvre ou des rappels de l'eau à faire, que vous puissiez aussi y contribuer. Donc, afin d'être un petit peu en adéquation avec toutes ces obligations, ce qu'on peut vous recommander de faire, c'est de mettre en place un processus qui vous permettra de démontrer que vous respectez bien ces obligations. Donc, typiquement, ça serait d'avoir une procédure qui décrit les actions de vérification que vous effectuez, le qui, quoi, quand, le fameux qui, quoi, quand, d'avoir des formulaires avec des checklists préétablis de tout ce qu'on doit checker et vérifier sur les produits avant de pouvoir les importer ou les distribuer, d'avoir une procédure qui décrit comment vous allez suivre les certificats, parce que les certificats, ils ont des durées de péremption. Donc, il faut toujours s'assurer que le fabricant vous donne d'avoir toujours les certificats à jour et les nouveaux certificats. Donc, voilà, un petit peu avoir comment vous allez gérer ce point-là. Et puis aussi avoir défini les durées, les modalités d'archivage des documents. Toutes ces déclarations CE, ces certificats, ces notices, ils auront une durée d'archivage à définir et puis comment vous allez les archiver et gérer les archives. Donc, voilà, un petit peu dans un petit esprit processus qualité. Je vais ensuite laisser la parole à Isabelle qui va vous donner un petit peu l'impact sur les contrats de distribution de toutes ces obligations. Merci Julien. Alors effectivement, avec toutes les obligations que Julien vous a rappelées, c'est comment je retranscris ces obligations et comment moi, distributeur ou importateur, je peux effectuer ces vérifications et notamment puisque j'ai un certain nombre de documents à récupérer de la part du fabricant, c'est déjà au niveau de mon contrat. Alors, je vais avoir 2 situations. Je vais avoir le contrat qui est déjà existant avec… j'ai déjà mon contrat de distribution qui a été signé. C'est comment je vais le mettre à jour. Donc déjà, comment je vais regarder ce qui est prévu et le cas échéant de pouvoir mettre en place un avenant pour pouvoir compléter mon contrat. Ou bien si je mets en place un nouveau contrat, qu'est-ce que je dois prévoir dedans pour m'assurer, moi, en tant que distributeur, de pouvoir être à même d'effectuer toutes ces vérifications. Donc déjà, je vais définir les modalités de communication des documents que je vais pouvoir demander aux fabricants pour pouvoir effectuer ces vérifications réglementaires avant la mise sur le marché, notamment donc, pour quels sont donc les documents, la copie de la déclaration de la conformité, l'attestation de marquage CE,
bien l'identité, les coordonnées du fabricant, toutes les informations qui vont accompagner le dispositif médical pour vérifier la conformité de l'étiquetage et de la notice. S'il y a des modifications dans le temps, effectivement, c'est comment je gère ces modifications, comment j'en suis informée, à partir de quand ces modifications, on va dire, prennent effet, sur quel lot, de quelle manière. Le cas échéant, les références à l'UDI, quand il y a un UDI qui est attribué. Donc, il va falloir définir les modalités de communication entre vous et le fabricant. Si les documents ne sont... Enfin, il va falloir définir la langue des documents, notamment évidemment s'ils ne sont pas en français. S'il y a des traductions à faire, qui prend en charge ces traductions. Et puis, si c'est le distributeur qui les réalise, eh bien, de les faire revalider pour s'assurer qu'elles sont conformes. Donc, voilà à quoi va nous servir le contrat, c'est à bien définir toutes les modalités d'information. Le distributeur aussi aura à remonter à informer le fabricant des exigences spécifiques locales. Et vous savez que nous, en France, on est quand même assez fort pour avoir nos spécifications locales. Et puis, s'il y a des démarches, des formalités administratives complémentaires à faire pour la mise sur le marché du dispositif médical, et ben de définir qui les fait, à quel moment. Est-ce que c'est sur demande du fabricant? Est-ce que c'est sur son autorisation? En fait, tout l'objet du contrat va être vraiment de définir la façon de fonctionner pour que le fabricant soit rassuré sur la distribution qui est faite de son dispositif et puis que le distributeur, effectivement, soit bien en mesure de respecter ses obligations, notamment en cas de suspicion de non-conformité. Comment j'informe le fabricant, selon quelle modalité d'information, dans quel délai. Et il va en être de même aussi pour tous les... en cas de suspicion de dispositifs falsifiés, en cas de risque grave. Pareil, les modalités d'information avec l'autorité compétente. Et puis, tout à l'heure, Julien, vous mentionnez notamment cette procédure de communication vis-à-vis de l'autorité compétente et des organismes notifiés. Il faudra aussi prévoir justement comment on remonte et dans quel délai on remonte aussi l'information aux fabricants. Après, sur tout ce qui est relatif au respect des conditions de transport et de stockage de ces dispositifs, puisqu'il faut se conformer aux instructions ou aux recommandations du fabricant, bah, effectivement, prévoir de quelle manière il vous les communique, et notamment voilà, à partir des dates de début, de fin de la responsabilité de votre responsabilité en tant que distributeur. Pareil, à partir du moment où il va y avoir des modifications dans ces conditions de transport ou de stockage, de demander au fabricant qu'il vous en informe le plus tôt possible. Et puis, en cas de modification, c'est toujours aussi, puisqu'on parlait de traçabilité, mais c'est pour pouvoir bien définir sa responsabilité, c'est à partir du moment où il y a une modification, à partir de quand elle prend effet, sur quel lot, à partir de quelle date. Et puis, pour tous les dispositifs médicaux qui sont concernés, tout ce qui est relatif à l'enregistrement et à la conservation de l'UDI en termes de durée et de délai. Donc, c'est vraiment le pendant de ce que Julien vous a dit. Tout à l'heure, on était plutôt sur l'organisation interne de comment j'arrive à démontrer que je respecte la réglementation. Et là, je vais organiser les relations avec celui qui me transmet les informations en définissant bien toutes les modalités, tous les délais, de façon à être toujours à jour avec mes obligations. Il y a aussi la tenue d'un registre, puisque le distributeur doit tenir un registre de réclamation, non-conformité, rappel et retrait de lot. Là, c'est pareil, une fois que j'ai mon registre, toujours les modalités d'information pour les activités de suivi sur les demandes. En cas de risque grave, de définir ce qu'on entend aussi par le risque grave et tous les échanges que je vais pouvoir avoir pour pouvoir investiguer ces cas. On parlait tout à l'heure de fourniture d'échantillons à l'autorité compétente, puisque l'autorité compétente peut demander des échantillons. Là, c'est pareil, on va regarder comment on va répartir la répartition des coûts des échantillons entre le fabricant et vous, distributeur, à la charge de qui. Et puis, s'il y a la nécessité de prévoir
un accès au dispositif. Là, c'est pareil, de prévoir aussi quelles sont les modalités, dans quel délai on peut avoir accès au dispositif, toujours pour pouvoir répondre au mieux à nos obligations et aux demandes de l'autorité compétente. Un petit mot sur l'article 16. Donc, l'article 16, c'est l'article qui définit les cas où les obligations du fabricant s'appliquent aux importateurs et distributeurs. Donc, autrement dit, c'est les cas où le distributeur devient fabricant. Donc, le distributeur pourrait devenir fabricant dans le cas où il met sur le marché en son nom un produit. Donc, c'est souvent le cas de ce qu'on appelait les marques distributeurs, tous ces systèmes un peu OM, OBL qu'on avait régulièrement. Donc, pour éviter ça, c'est toujours possible d'avoir un nom, une marque distributeur sans être pour autant le fabricant, mais il faut que le nom et l'adresse du fabricant soient présents sur l'étiquette du dispositif. Donc, globalement, il faut quand même qu'à côté de l'usine noire, on retrouve le nom du fabricant et d'origine. Donc, parfois, voilà, il y a des distributeurs qui ne veulent pas non plus qu'on sache d'où provient le produit. Je pense pour éviter une concurrence trop facile. Et du coup, bon, ça va poser des nouveaux problèmes. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas où le distributeur est susceptible de devenir fabricant, c'est qu'il modifie la destination d'un dispositif. Donc ça, c'est un petit peu pour éviter tout ce qui était problématique de off-label. Donc en cas de nouvelle indication que celle revendiquée par le fabricant, le distributeur pourrait devenir du coup le fabricant. Idem, par exemple, si vous modifiez la population aussi, la population cible, par rapport à ce que préconise le fabricant, voilà, c'est une modification de la destination du produit. Et le dernier cas, c'est la modification d'un dispositif. Donc, c'est vraiment modifier le produit voilà, qui pourrait avoir un impact justement sur sa conformité à ces exigences. Donc, dans ces trois cas-là, le distributeur ou l'importateur devient le fabricant. Mais il y a des exceptions. Alors, l'article 16 définit aussi ce qui n'est pas considéré comme une modification du dispositif. Donc, fournir ou traduire une notice, ce n'est pas considéré comme une modification du produit. Donc, dans ces cas-là, l'importateur ou le distributeur ne devient pas fabricant pour autant. La modification du packaging, tant que ça n'altère pas l'état du dispositif, les modifications de packaging ne sont pas non plus considérées comme des modifications qui font devenir le distributeur comme fabricant. Malgré tout, dans ces deux cas, que ce soit traduction de notice ou fourniture de notice, par exemple, si elle n'est pas du tout disponible dans la langue de votre pays de distribution et que c'est vous qui l'ajoutez au produit, dans ces cas-là, vous n'êtes pas considéré comme fabricant. Néanmoins, vous avez certaines démarches à faire, dont la mise en place d'un petit SMQ qui démontre la maîtrise de ces tâches. Donc, dans le cas de la traduction, montrer que vous maîtrisez la traduction des notices et que c'est des traductions vérifiées, par exemple. Et dans le cas du reconditionnement, c'est montrer que vous maîtrisez la partie reconditionnement. Donc, pour ces fameux dispositifs réétiquetés reconditionnés, ce que nous dit le règlement, c'est que vous pouvez donc le faire sans devenir le fabricant, mais vous devez en informer quand même le fabricant et l'autorité compétente dans les 28 jours avant la mise à disposition du dispositif sur le marché, qui est réétiqueté ou reconditionné. Vous devez fournir sur demande un exemplaire de l'étiquetage ou une maquette du packaging au fabricant et à l'autorité compétente. Et vous devez transmettre le certificat de conformité de ce mini SMQ à l'autorité compétente dans les 28 jours. Donc attention, c'est-à-dire qu'il y a un petit système qualité quand même à faire auditer et certifier par un organisme notifié. Donc si vous êtes dans ce cas-là, attention au délai parce qu'il faut l'anticiper, parce que les organismes notifiés ont des délais plutôt longs, surtout en ce moment. Donc je pense que même pour faire auditer un petit système comme ça, il risque d'y avoir de l'attente. Sachant qu'aujourd'hui, c'est une nouveauté, donc on n'a pas trop de cas encore. Je vais te laisser poursuivre, Isabelle. Vous m'entendez? Excusez-moi, je vous avais perdu. Du coup, tu as avancé? Pardon. Je te laisse la parole. Merci. Donc, pareil, toujours la même chose. Hein. On a vu effectivement que le distributeur pouvait devenir un fabricant.
Et en ces cas-là, il a des nouvelles obligations et on va devoir les retrouver dans le contrat de distribution, et notamment quand le distributeur doit informer le fabricant et l'autorité compétente. Donc, on encadre toujours ça, donc définir les modalités d'information du fabricant, la transmission, pareil, par quel canal il transmet le certificat qui va attester de la conformité du système de gestion de la qualité du distributeur, le certificat qui est délivré par l'organisme notifié. Et en matière d'intégrité du dispositif et la vérification du conditionnement de certains dispositifs, sur l'obligation de faire figurer certaines informations sur le packaging conditionnement. On est vraiment toutes les obligations que vous avez en tant que distributeur qui devient fabricant, on va les retrouver. Il faut qu'on les retrouve dans le contrat pour s'assurer vraiment que vous puissiez être, que le distributeur puisse être en pleine capacité de remplir ses obligations. Et c'est pour ça qu'il va falloir organiser les relations avec le fabricant ou avec l'importateur sur ce qu'ils vous doivent comme information, et vous aussi, les engagements que l'on peut prendre en termes de remontée d'informations, de délai, pour toujours s'assurer que l'on répond bien aux obligations et puis qu'on n'est pas en manquement au titre du contrat. Ce que l'on peut vous dire, donc finalement, qu'est-ce qu'on risque? Parce qu'on vous parle d'obligations, on vous a parlé d'obligations avec Julien. Okay, il faut les connaître, il faut s'organiser en interne pour les respecter, il faut les remettre dans le contrat. Et puis finalement, mais qu'est-ce qui se passe si on ne les respecte pas, si on n'est pas en mesure en tout cas, si on ne les respecte pas? Alors, le règlement dit qu'il y a des sanctions qui peuvent être prévues, c'est chaque État membre. Et puis finalement, aujourd'hui, quand on regarde la réglementation et quand on regarde ce que l'on a déjà dans notre Code de la santé publique, a priori, on a aujourd'hui déjà des dispositions, des sanctions pénales et des sanctions financières qui sont prévues par le Code de la santé publique, qui pourraient, on va dire, s'appliquer directement au règlement. Il n'y a pas une nécessité forcément d'adapter ou de prendre des dispositions supplémentaires. Par exemple, il y a des dispositions pénales qui sont prévues si notamment on a connaissance, si un distributeur d'un dispositif a connaissance d'un incident ou d'un risque d'incident mettant en cause un dispositif médical ayant entraîné ou susceptible d'entraîner la mort, la dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur, d'un tiers. Donc le fait de s'abstenir de le signaler à l'ANSM, on risque jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Mais ça, c'est déjà des choses qui existent. Le fait d'importer, de mettre sur le marché, mettre en service ou d'utiliser un DM sans qu'il ait été délivré le certificat, quand tout à l'heure, Julien vous disait effectivement de récupérer la copie du certificat et de monitorer les dates par rapport à la validité. Le fait que cette validité soit échue, on risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. À ces sanctions pénales, il y a aussi des sanctions financières qui peuvent être prises. Alors, les deux ne sont pas cumulatifs. Et on a déjà vu effectivement l'ANSM prendre des injonctions et puis prendre des décisions de police sanitaire et aussi prendre des sanctions financières à l'égard dans le secteur du DM. Et ces sanctions financières, donc c'est sur notamment les 2 items que je vous mentionnais tout à l'heure. Voilà, et en général, elles sont assises, enfin l'assiette, pardon, c'est le chiffre d'affaires du produit. Donc, avec les obligations que l'on a pu revoir ensemble et puis les informations sur le contenu d'un contrat, normalement, si vous respectez tout ça, évidemment, il n'y aura pas de sanctions. Mais en tout cas, c'était pour vous dire qu'il n'y a pas une nécessité de prendre des lois supplémentaires ou en tout cas des textes supplémentaires pour pouvoir sanctionner ça. Et comme on vous disait au départ, comme vous disait Julien, finalement ce règlement vise à renforcer la sécurité et à renforcer les obligations, mais effectivement l'esprit reste toujours le même. Je crois qu'il y avait effectivement quelques questions.
Oui, tout à fait. Merci à tous les deux pour votre présentation. Donc, suite au webinaire que nous avions fait déjà au mois de juillet, il s'avérait qu'il y a eu pas mal de redondances de questions. Julien les a récapitulées sur ses slides. Donc, je laisse Julien les aborder et répondre à ces questions. Bah, c'est deux premières questions, puis ça va lancer un petit peu les autres questions, mais c'est vrai que c'est des questions qu'on a eues plusieurs fois, celles-ci. Donc, la première, c'était: je suis distributeur, dois-je mettre en place un système de management de la qualité certifié ISO 13485 dans mon entreprise? Donc, non, les distributeurs et les importateurs n'ont pas la nécessité de mettre en place un système qualité certifié. Néanmoins, il peut être nécessaire de mettre en place quelques procédures qualité pour répondre aux exigences réglementaires. Donc ça, c'est comme on l'a vu, hein, pour couvrir les problèmes de traçabilité, communication auprès des autorités compétentes, savoir gérer un rappel de l'eau, comment on va faire la vérification des vérifications qui nous sont demandées. Voilà, ça n'empêche pas d'avoir une démarche qualité, mais vous n'avez pas d'obligation de certification 13485. Après, il y a les distributeurs qui vont faire du reconditionnement ou de la traduction de notices, qui doivent avoir un mini SMQ qui permettent de répondre à ces exigences-là, mais c'est pareil. Là, ça sera un petit système qualité certifié, mais pas nécessairement certifié 13485, qui sera juste certifié pour ces activités-là par un organisme notifié. Ensuite, la deuxième question, c'était: je suis distributeur, mon entreprise doit-elle avoir une personne en charge de veiller au respect de la réglementation? Donc, comme ça l'est demandé pour les fabricants. Donc là aussi, la réponse est non. Il n'y a pas l'obligation d'avoir une personne en charge de veiller au respect de la réglementation. Mais les distributeurs et les importateurs vont devoir malgré tout mettre en place quand même une veille à minima pour s'assurer pour avoir connaissance des éventuelles nouvelles exigences réglementaires qui pourraient impacter vos produits et puis pouvoir en tenir compte dans vos obligations. Voilà. Merci Julien. Je me permets d'enchaîner avec une question posée sur le chat. Donc, bonjour, nous sommes une start-up qui distribuons quelques consommables broches vis utilisés dans le même temps que nos produits, entre parenthèses, orthopédie. Nous achetons auprès d'un gros fabricant d'EDM et n'avons pas de contrat. Ce dernier est-il obligatoire? Et petit point supplémentaire en termes de précision, nous avons mis en place une procédure et un support d'enregistrement pour documenter les vérifications qui nous incombent en tant que distributeur et constituer le dossier. Donc la question est: un contrat est-il obligatoire? Oui. Je me doutais un peu de la réponse. Alors, la réponse est un peu sèche, pardon. Oui, il faut des contrats et en plus, l'ANSM, quand elle fait ses inspections, veut que vous ayez la maîtrise de la chaîne complète et notamment un des moyens de s'assurer que la chaîne est vraiment complète, c'est au niveau des contrats. Voilà. Donc, c'est important. Je vais laisser Julien compléter sur la deuxième partie, mais donc oui, il faut un contrat avec ses sous-traitants, avec ses prestataires, avec ses distributeurs et avec ses fabricants. Mais par contre, sur la deuxième partie, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire, mettre en place une procédure et avoir tous les enregistrements pour documenter toutes les obligations qui vous incombent. C'est parfait, c'est ce qu'il faut faire. Très bien. Après, je précise que pour ces types de contrats, les gens se posent souvent les mêmes questions. Quelles sont les différentes clauses? Est-ce que je peux échapper à certains éléments? Il est vrai qu'après, il faut faire du cas par cas en fonction des contrats de distribution et de ce qui est exigé par la réglementation, le circuit. J'imagine qu'il y a énormément de clauses qui sont adaptatives. Oui, alors le contrat doit permettre… En fait, le contrat, c'est quoi? C'est finalement définir ensemble la façon dont on va travailler. Et plus je définis, plus j'envisage les différentes hypothèses, et plus je suis tranquille. C'est-à-dire que quand tout à l'heure, Julien vous rappelait les obligations que vous aviez, c'est comment moi je fais quand j'ai toutes ces obligations pour pouvoir les satisfaire. Donc c'est vraiment, à chaque fois, c'est toujours définir les modalités, comment je m'entends, comment je dois remonter mon information, auprès de qui, quand moi j'ai besoin d'informations, dans quel délai je les récupère. Donc ça, c'est les clauses qui vont changer ou évoluer en fonction de mon opérateur ou de ma place dans la chaîne. Après, effectivement, il y a certaines clauses qui sont toujours un petit peu classiques sur le droit applicable, on va dire des clauses assez génériques. Et voilà, on peut avoir une structure de contrat qui peut être à peu près toujours là, avec les mêmes clauses de durée, de droit applicable, de résiliation en cas de manquement, etc. Et puis, ce qui va
être adapté finalement à chaque fois. C'est en fonction finalement de l'objet du contrat et de ce que l'une ou l'autre des parties doit récupérer. Ce à quoi elle doit se conformer et ça doit retranscrire au niveau du contrat. Autre question, donc merci pour cette présentation très claire, c'est vrai, merci beaucoup. Comment l'importateur doit assurer le contrôle en réception de chaque dispositif médical? Contrôle de chaque unité? Alors, l'importateur ne doit pas contrôler chaque produit, hein. L'importateur, en plus, vous avez des importateurs qui ne font jamais transiter les produits physiquement par chez eux, hein. Vous pouvez très bien être un importateur, vous faites de l'achat en Asie et vous les faites transiter directement chez vos distributeurs partout en Europe. Vous serez considéré comme l'importateur et les produits physiquement, vous ne les avez pas. Donc, c'est vraiment, sur les importateurs, c'est plutôt des contrôles qui sont effectués, j'ai envie de dire, au démarrage. Quand vous importez un nouveau produit, il faut contrôler que le produit que vous avez choisi d'importer est conforme. Après, vérifier que dans le temps, ça se dégrade. C'est plus pour les distributeurs où on demande du contrôle continu. Pour l'importateur, il n'y a pas cette précision. Donc, ça ne nécessite pas un contrôle sur chaque réception. Par contre, pour le distributeur, moi, je ferai des contrôles par lot, effectivement, sur un échantillonnage représentatif. Donc, pas forcément chaque produit, mais un échantillonnage représentatif, donc en s'appuyant sur les normes d'échantillonnage, par exemple. Que vous pouvez, et c'est des échantillonnages que vous pourrez, au fil du temps, vous pourrez Les affiner. les affiner, ouais, augmenter les fréquences, réduire les fréquences plutôt, c'est-à-dire si vous importez, vous faites une commande par mois et vous n'avez jamais eu de problème, peut-être qu'au bout d'un an, vous pourrez vous dire, bon, bah, je vais contrôler une commande sur 2. Et puis au bout de 5 ans, je vais en contrôler une par trimestre. Et puis au bout de 10 ans, une par semaine. Voilà. Vous pourrez un petit peu réduire vos contrôles si la confiance avec le fabricant est présente, quoi. Alors, je retrouve des personnes qui étaient présentes au premier webinaire qui sont fidèles, merci. Alors, une question. Bonjour, exemple, pour des pharmacies ou des revendeurs de produits considérés comme dispositifs médicaux, doit-on avoir aussi un contrat avec chaque fabricant? Exemple, des opticiens qui achètent directement à des fabricants, des grossistes, quel que soit le mode d'achat. Faut-il contrôler le produit de lentilles, par exemple? Oui. Alors, je te laisse sur le contrôle du produit de lentilles. Bah, c'est vrai pour tous les dispositifs médicaux, donc il faut quand même tous les contrôler. Alors après, effectivement, souvent vous aurez des intermédiaires, parce qu'après, les pharmacies, ils ne travaillent pas en direct avec tous les fabricants, malgré tout, ils ont des grossistes, hein, qui, eux, normalement, doivent faire les vérifications chez eux avant que ça arrive chez le pharmacien, hein. Donc, il y a quand même une échelle de confiance comme ça qui va se créer. Mais si vous achetez des produits en direct, aujourd'hui, ce que nous dit le règlement, c'est qu'il faut le faire. Et sur la partie contractuelle, oui, il faut un contrat. Et après, qu'est-ce que c'est qu'un contrat aussi? C'est-à-dire que votre bon de commande sur lequel il y a des conditions générales de vente, d'achat, c'est un contrat. Un contrat, c'est un document, c'est encore l'ancienne méthode, hein, c'est un document sur lequel on se met d'accord. Et je fixe les conditions à lesquelles j'achète, hein, et vous me fixez les conditions auxquelles vous vendez. Donc, il y a très certainement un document entre l'opticien et son fabricant et l'opticien et son distributeur, tout comme entre le pharmacien et finalement et son fournisseur, que ce soit au travers, je vous dis, d'un bon de commande, des conditions générales. C'est pas nécessairement un contrat, ce n'est pas nécessairement un document sur lequel en en-tête on a marqué contrat. Merci. Compliqué, hein, compliqué de voir qu'il y a énormément d'acteurs dans la chaîne de distribution, compliqué de voir comment cela va s'organiser à partir de la date d'application du règlement, mais bon, voilà, on essaye de se préparer pour être prêt le temps venu. Est-ce que d'autres participants auraient d'autres questions? Nous sommes là pour ça. Il y en a une autre, je ne sais pas si tu as vu. Ah, je ne l'ai pas vu sur la box. Non, excuse-moi, je n'étais pas sur la bonne page, tu as raison. Merci Julien. Remarque, certains distributeurs vont tomber de leur chaise. Oui, je pense. Bonjour, un distributeur déclare à l'ANSM les produits qu'il distribue sur le territoire. En revanche, est-ce que je dois déclarer auprès de chaque autorité compétente de chaque pays dans lequel je mets les produits en distribution? Oui. Alors, en fait, la procédure, alors, mais ça, c'est déjà vrai aujourd'hui, hein, d'ailleurs. La procédure qui existe en France sur la mise sur le marché, qu'il faut déclarer la mise sur le marché auprès de l'ANSM d'un produit,
Il y a l'équivalent quasiment dans tous les pays européens. Alors après, à voir hein, si c'est le fabricant qui le fait ou si souvent il s'appuie sur ses distributeurs hein, qui connaissent mieux les règles locales. C'est un peu ce que Isabelle disait tout à l'heure en disant et c'est le distributeur qui s'en charge. Mais la mise sur le marché, il y a l'équivalent sur tous les pays d'Europe. Et on se pose la question de savoir si Eudamed, finalement, à partir du mois de mai, rendra ça toujours nécessaire. C'est la remarque. Eudamed, voilà, je crois que la NSM s'est exprimée là-dessus fin novembre. Faudra attendre, mais il est possible effectivement que Eudamed remplisse, entre guillemets, cette fonctionnalité, enfin, cette mission, puisque en s'inscrivant, en s'enregistrant sur Eudamed, normalement, ça pourrait faire office de. Justement, il y avait un commentaire là, sur la chatbox. Eudamed ne va pas pouvoir supprimer cette obligation des déclarations locales. Donc oui, en effet. Gros sujet Eudamed, hein. On attend tous beaucoup. Les distributeurs ne doivent pas s'enregistrer sur Eudamed, oui, c'est vrai également. Donc en France, ils doivent continuer les déclarations auprès de la NSM. C'est une remarque d'un spectateur. Ce qui a intéressé surtout la NSM sur ces déclarations, c'est vrai pour toutes les autres autorités, c'était de savoir que le produit il était disponible sur le marché français. Hein. Ce n'était pas tant le nom de distributeur en soi, donc ils ne vont peut-être pas le conserver malgré tout. Et je crois qu'il y a une communication du 26 novembre là-dessus, où on peut se poser la question du maintien de cette exigence à partir du mois de mai prochain. Je pense que c'est à suivre. Épisode 3. J'en ris, mais au fur et à mesure des mois, on apprend. Alors, est-ce que nous avons fait le tour des questions? Je vérifie en même temps. Eh bien, je n'en ai plus, pas à ma connaissance. Si, en cas d'OBL, si le distributeur revendant sous sa propre marque est assimilé à un fabricant, cela veut dire qu'il doit maîtriser le dossier technique du fabricant. Si oui, comment gérer cela? Oui. Comment il faut que le fabricant d'origine vous transmette toutes les informations. En tout cas, vous devez monter une documentation technique complète que vous allez soumettre. Alors, si c'est un classe 1, vous devez monter une documentation technique complète et la conserver précieusement. Si c'est un classe 2A ou supérieur, vous allez monter une documentation technique et la soumettre à un organisme notifié. Donc, il faut que votre documentation technique soit complète. Donc, avec toutes les informations techniques, informations sur la fabrication, tous les tests éventuels qui ont été faits sur le produit. Alors, comment c'est où le fabricant d'origine vous donne tout. Et tant mieux, et vous appuyez sur ces données à lui, j'ai envie de dire, pour reconstituer une documentation technique à vous. Ou alors, il vous donne que certaines informations et vous complétez le reste par des tests, par exemple. Voilà, mais il y a des choses sur la fabrication, par exemple, les informations sur la fabrication, il faudra qu'il vous les donne, vous n'y couperez pas, quoi. Il y a des choses qui seront… Voilà. Donc, oui, ça peut se faire d'être estampillé fabricant sur une marque distributeur, mais il faut que ce soit bien, pour le coup, bien contractualisé avec le fabricant d'origine. Sachant que du coup, en plus, ce fabricant d'origine devient un sous-traitant critique. Donc, malgré tout, vous n'empêcherez pas l'audit chez lui. C'est-à-dire que vous serez audité, vous, et que votre sous-traitant critique, quand l'organisme notifié va se rendre compte que toute la fabrication elle est faite sur un produit d'origine d'un pays, alors si c'est en plus en dehors de l'Union européenne, il y a des chances que l'organisme notifié demande à y aller. Il y a toute l'activité de PMS aussi, de suivi après commercialisation qu'il faut centraliser. Donc, il y a un aller-retour d'informations. Tu fais ta propre PMS sur ta marque à toi, ta partie à toi. Mais on la remonte éventuellement aussi aux sous-traitants critiques. Ouais, mais alors tu ne rentres pas dans la même obligation où, justement, quand c'est toi le fabricant légal, j'ai envie de dire, c'est à toi de gérer les problèmes, par contre. Donc, c'est pas juste, je remonte l'information, je demande au fabricant quoi faire. C'est toi le fabricant, c'est toi qui dis quoi faire. Qui prend les décisions d'amélioration, de change control, de modification du produit. Voilà. De rappel de l'eau. Oui. Voilà. Et si le fabricant n'est pas ISO 13485, comment faire quand achat en OBL? Un achat en OBL chez un pas ISO 13485, il faut voir la classe du produit. Mais moi, j'éviterais déjà. Ça va faire. Non, mais c'est vrai, ça va faire partie des critères maintenant dans les procédures d'achat. Il y en a déjà, de vérifier que le sous-traitant soit ISO quelque chose. Mais là, en gros, pour certaines procédures, ça va être applicable sur certains domaines, ça va être applicable obligatoirement. Le problème, c'est que c'est le référent. Après,
c'est pas une obligation d'être 13485, surtout si c'est un sous-traitant, du coup, pas un fabricant. Mais par contre, en termes, du coup, en termes de procédure d'achat et de contrôle, vous avez intérêt à faire des audits très réguliers chez lui, avec ce référentiel-là, et pour voir si, malgré qu'ils n'y répondent pas officiellement, ils sont en mesure d'y répondre quand même en cas d'audit de votre organisme notifié. Donc, faut mettre des mesures renforcées, c'est-à-dire beaucoup plus de contrôle à la réception des produits, s'il n'est pas ISO 13485, et faire des audits sous-traitants réguliers, annuels, voire biannuels, en fonction de la classe du produit, en s'appuyant sur ce référentiel-là. Comme ça, vous pouvez un petit peu démontrer à votre organisme notifié que voilà, vous êtes conscient qu'il n'est pas 13485, mais que vous avez mis en place des mesures pour s'assurer de la qualité de ce qui est fait chez lui. Alors, une question très intéressante. J'imagine qu'il y a des contraintes de confidentialité en plus sur le dossier technique. Oui. Il faut un PRRC dans ce cas. Si vous êtes fabricant, il faut un PRRC. La question ne se pose pas. Si vous êtes fabricant, il vous en faut un. Même si vous êtes un fabricant qui ne fabrique pas, qui sous-traite tout, il vous faudra une personne en charge de la réglementation. Ça, c'est inévitable. Par contre, là, sur le dossier technique, effectivement, il y a de la confidentialité et souvent, dans le cas d'un OBL, va falloir contractualiser. Ouais. Mais de toute façon, il fallait déjà contractualiser et en plus, il y a souvent quand même des clauses de confidentialité dans les contrats de distribution. Donc finalement, il faut les mettre à jour. Voilà, mais ça ne change peut-être pas grand-chose. Pardon, ce n'est pas le fait d'avoir accès au dossier technique qui rend les échanges d'informations plus confidentiels que ce qui était déjà prévu peut-être entre le distributeur et le fabricant. Parce que souvent dans ces contrats, on a une clause de confidentialité quand même. Parce qu'il y a ce qu'on n'a pas abordé là, et c'est normal, ce n'était pas l'objet du webinaire non plus, il y a tous les aspects, on va dire, financiers, etc. Donc c'est pour ça que ce genre de contrat, en général, il y a une clause de confidentialité. En tout cas, elle va prévoir. En Asie, la 13485 est-elle très commune? Question naïve. Non, il n'y a pas de question naïve. Tout le monde peut poser des questions. Des fabricants asiatiques qui vendent en Europe, souvent le sont, hein, parce qu'ils savent que c'est… Après, c'est une ISO, hein, elle est quand même censée être internationale. Je sais pas. Après, je n'ai pas une vraie réponse parce que j'ai un point de vue d'Européen. Donc, non, mais je connais pas en fait, je sais pas la proportion de fabricants asiatiques qui importent pas, qui vendent pas leurs produits en Asie, en Europe. Il y en a sûrement beaucoup, parce que malgré tout, ils ont un marché local qui est déjà assez grand, donc ils ne font pas tous forcément de l'exportation vers l'Europe. Du coup, ils ne s'intéressent peut-être pas à l'ISO 13485, j'en sais rien. Je pense, comme tu le disais, ceux qui ont l'habitude maintenant de travailler avec l'Europe savent que cette exigence maintenant est attendue, encore plus avec le nouveau règlement. Après, c'est une norme de système de management de la qualité. J'ai eu beaucoup de dossiers chinois où les sociétés là-bas sont 13485. D'ailleurs, le TÜV a une antenne là-bas faite pour ça. Il y a plusieurs ON qui ont mais le TÜV a une très grosse antenne en Chine. Il y a beaucoup de produits chinois qui ont des certifications 13485 du TÜV là-bas, du TÜV de Pékin. Donc, voilà, si le TÜV a trouvé qu'il y avait un marché, c'est qu'il doit y avoir un marché quand même. Oui, je pense. Sinon, ils n'y seraient pas. Après, peut-être que des Chinois qui vendent principalement en Amérique du Nord, comme l'Amérique du Nord, ils appliquent moins l'ISO, ils sont plutôt sur leur référentiel à eux. Effectivement, peut-être que ces fabricants-là sont moins penchés sur cette problématique-là. Sauf erreur de ma part, je n'ai plus de questions. Je vous remercie tous. Merci Julien, merci Isabelle, merci aux participants et merci pour vos échanges et merci pour vos questions. Le prochain webinaire donc, a été avancé à jeudi et porte sur l'impact du règlement des dispositifs de diagnostic in vitro. On change un peu de domaine, on arrête le règlement et on passe au règlement des dispositifs de diagnostic in vitro, on arrête le dispositif médical. Et l'impact de ce règlement des dispositifs de diagnostic in vitro pour les dispositifs dits maison, une spécificité. Donc, on va revenir sur ce sujet plus longuement jeudi. Merci à tous pour votre participation, puis je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et au plaisir de vous retrouver en 2021. À bientôt.
Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.